La dernière danse, The Last Dance, épisode 5 et 6. Messieurs, comment allez-vous ? Bien. Bien, impeccable. Ouais, vous êtes maté les plus à combien Pardon, vas-y Simon, excuse-moi. Je sais plus du tout à combien de jours de confinement on est, ça y est, j'ai perdu le fil. 154. On est à 50. Ça y est. C'est jour 50. Ouais, mais je sais pas combien ça fait, 54 jours, tu vois, tu m'aurais dit 38, 40, 80, 50, c'est pareil, j'ai ça fait perdu. plus d'un mois. Ouais, le temps a un D'accord. peu changé. Ça, par contre, on a eu l'occasion. Si vous voulez faire un point météo, n'hésitez pas dans les commentaires. La météo a un peu changé. La vie bouge. Et chaque dimanche soir, aux États-Unis, de nouveaux épisodes de The Last Dance. Ce lundi, nous avions les épisodes 5 et 6. Plein de choses dont on doit débriefer ensemble. Comme d'habitude, des petits thèmes. On a hâte d'avoir vos réactions là-dessus, puisque on aborde de nouveaux thèmes. La semaine dernière, on avait longtemps discuté de Dennis Rodman, des Bad Boys, de la relation de Phil Jackson, notamment, dont Simon nous avait bien parlé en détail, et puis aussi des réflexions qu'avait Alex sur la façon dont certains des petits ennemis de Jojo étaient dessinés, parfois de l'image qu'on retrouvait autour de Michael. Aujourd'hui, on va aborder différents thèmes, des épisodes 5 et 6 assez chargés quand même, Alex. Hein. Ouais, j'avoue que très chargé en sujet. Je veux dire que depuis le début, là, on a déjà fait 2 débriefs. À chaque fois, on s'est contenté, entre guillemets, de prendre 3 grands thèmes, hein, les gars. Là, par exemple, c'est pas si simple que ça d'en sortir que 3 grands thèmes de ces épisodes 5 et 6. Et ça me fait d'ailleurs dire que c'est une série captivante, et pour tout fan de basket, voir les audiences de ouf que ça fait et tout, ça fait trop plaisir de voir que via les Bulls, via Jordan, via des chaînes aussi grosses que ESPN et Netflix, tu peux vraiment promouvoir le basket de façon mainstream, ce qui, je pense, peut être que bon pour un sport. Moi, je dois avouer que la multitude de thèmes, et ils continuent à nous faire, tu vois, ils nous font la saison 97-98, ok, The Last Dance, et ils nous font beaucoup de flashbacks pour nous expliquer comment on arrive, mais au final, on se retrouve avec un épisode de 50 minutes et 1 minute 30 sur la saison 97-98. J'exagère un peu, mais vous voyez ce que je veux dire. Non, mais ouais, si pas je suis... si simple, c'est un peu le bordel dans la construction, à mon sens. Mais je comprends le délire de réal et l'histoire qui a voulu être racontée via ça. Je trouve ça assez intéressant de voir les avis qui sont donnés, qui sont assez partagés. Il y en a qui kiffent, il y en a qui kiffent pas. C'est un parti pris, on en avait parlé... je sais plus si c'est toi Simon ou toi Bastien qu'on avait parlé dans nos débriefs précédents du côté le parti pris de raconter la 97-98, mais en fait de raconter la grande histoire des Bulls de Jordan via de multitudes de flashbacks. Je crois que c'est toi Bastien quand je m'étais plaint de l'absence de Kukoc, et tu m'avais dit logiquement il devrait arriver parce que c'est la suite logique des épisodes de la série. Notamment d'ailleurs, effectivement, on va en parler, il est arrivé Kukoc. Mais juste je trouve que des épisodes chargés, comme on dit. Ouais, ils sont chargés, et je trouve que là, sur ces 5 et 6, ça se voit là que la construction est pas évidente. La construction flashback, flash-forward. Simon, toi, justement, t'as pensé quoi un peu, en tout cas, la vie globale, parce qu'on va rentrer dans les thèmes, mais de toujours de cette construction un peu avant, arrière, retour, passé, futur, présent. Ouais, moi j'aime bien l'idée. Après, je trouve que le 5, là, notamment l'épisode 5, c'est peut-être la première fois où il y a un léger bug. Notamment, c'est ça, mais la personne à qui j'ai regardé à un moment n'a plus compris où on était dans les timelines. C'est-à-dire, il y a eu cette question, tu vois. Pas facile. Elle regarde ça en plus très religieusement et très concentrée. À un moment, elle m'a dit attends, mais on est quand là? Et c'est la première fois que ça marchait pas, parce qu'elle a pas décroché son attention et tout, c'est juste le stage. Et ça, et effectivement, ça devient compliqué parce qu'en fait, mais on va en parler, c'est un épisode, enfin l'épisode 5 puis l'épisode 6, il y a un petit changement de ton parce qu'en fait, il y a un peu. On commence à, justement, les 2 timelines commencent à se rapprocher, et il y a des histoires que tu ouvres dans le passé qui ont des répercussions en 98. Et c'est là où le découpage est moins net, parce qu'en fait, c'est tout le problème. Avant, c'était plus clair. Quand en fait, on te montre le Jordan, je sais pas, à 84, à la fac et tout, dans ton esprit, il est évident que ça n'a rien à voir avec celui de 98, c'est loin. Et comme là, les 2 timelines se rapprochent, il y a un peu confusion, et c'est vrai que j'ai trouvé ça un poil moins bien là-dessus, et notamment ce que tu disais, Alex, l'intérêt du coup de basculer d'une timeline à une autre, alors que les deux se font quasiment écho maintenant. Du coup, t'as l'impression que ça n'apporte pas grand-chose, en fait. Notamment les playoffs 93 qui découpent, t'as les Knicks, tu reviens en 98 pour, je sais même plus pourquoi, pour une scène, et tu retournes à la finale 93, après, tu vois, t'as cette coupure. Ça marche pas. Là, honnêtement, ça ne marchait pas. Après, le plaisir est toujours aussi intense. Ouais. Surtout que, moi, j'aime bien 2 choses, on va en parler dans les détails, mais
T'en parlais toi, Bastien. Là, j'ai l'impression, moi, encore plus d'avoir vraiment vu de l'inédit. Ouais, encore un peu plus que d'habitude. Il y a des vrais moments là dans ces épisodes 5 et 6. Moi, à titre vraiment personnel, bien aimé les épisodes 1, 2, 3, 4, des thèmes super sympas, Rodman, Phil Jackson, etc. Clairement, les 5 et 6 pour moi au-dessus du lot. En termes de sujets qui ont été abordés et où là, je comprends un peu mieux à la fois l'attente de certains qu'ils avaient sur ce documentaire, sur l'inquiétude, entre guillemets, que Jordan pouvait avoir sur la vision qu'on avait de lui, parce que là je veux bien entendre les critiques de Jordan n'est pas assez chargé dans le docu. C'est quand même assez ouf ce qu'on voit dans l'épisode 6, notamment le côté dark side, vraiment le côté obscur qui est décrit autour de lui, et ça va être un des thèmes. Moi, j'ai beaucoup aimé ça, et puis c'était un des thèmes que j'allais aborder avec vous aussi, le fait d'avoir parfois de bosser dans les médias et de voir la relation média-athlète. Et de voir ça dans le siège aussi d'un média et de voir parfois les propos qu'on tient ou l'impact que peuvent avoir certains écrits ou certaines interventions. On ne se rend pas compte et parfois ça peut vraiment juste représenter une pression en fait sur les athlètes. Donc énormément de choses qui m'ont plu, mais je vous rejoins totalement Alex et Simon sur 2 épisodes que moi aussi j'ai regardé avec un public pas forcément connaisseur basket, tu vois, geek hardcore, et vraiment ce côté forward, back, enfin genre même moi à un moment j'étais obligé de faire genre attends juste relis. Ouais, redis bien que là ils viennent de gagner un titre parce que là c'est le 5e, mais attends il a fait 2 triplés, mais est-ce que c'était 6 en même temps? Enfin tu vois c'est très confus qu'on en sait. Après Bastien, il faut quand même reconnaître que au moins l'intérêt de faire ça, c'est que par contre du coup, même si moi comme je l'ai dit, la construction en elle-même perso, si j'étais le réalisateur de cette série, ce qui n'est pas le cas, j'aurais pas fait du tout comme ça pour expliquer la même chose. Je pense que l'idée de base, l'envie de base d'expliquer à des gens moins geeks comme ceux avec lesquels vous avez regardé ces épisodes 5 et 6, être capable de leur expliquer en quoi Jordan est un des greatest, en quoi Jordan est Jordan, notamment l'icône marketing, là on va en parler, je pense, là, parce que les épisodes 5 et 6, ils nous en parlent bien et tout. Tu peux pas le faire sans expliquer d'où il vient et ce qui s'est passé avant. Évidemment. Et donc moi, vraiment le seul reproche que je fais, c'est vraiment plutôt la façon dont c'est amené. Ah mais c'est complètement la manière, c'est la manière d'être en 98 et comme l'a dit Simon, là à un moment on revient en 98 et puis en fait, genre on est au All-Star Game ou juste après et en fait on revient en arrière et on nous réexplique un petit truc. Là il reste 4 épisodes. Ouais. À la fin de l'épisode 6, on arrive en playoff 98. Ouais. Ils ont plus tant de trucs que ça à raconter en 98. C'est ça, en fait. C'est ça, ils ont un peu trop tapé dans la saison 98, un peu loin par rapport à l'autre timeline. Donc là, en fait, sur la timeline de remonter le temps, t'es qu'en 93, entre guillemets, et nous, on sait ce qui se passe, il se passe encore beaucoup de choses. Et en 88, t'es déjà en playoff, donc c'est vrai que l'équilibre des deux ça a dû être un travail tellement compliqué pour le Real aussi. C'est ça. De faire ça. Simon, t'allais ajouter ? Ah bah c'est compliqué. Non, bah en plus, moi je trouve que là on s'attarde sur la construction. C'est vrai qu'elle était très fluide, là, elle a un petit peu plus à discuter, mais surtout il y a un changement de ton, je trouve, dans ces épisodes 5 et 6. Il y a un vrai changement de ton, c'est-à-dire qu'en fait on revient sur Jordan, là, on nous a présenté un peu tout le monde, ça y est. Effectivement, le dernier gros protagoniste, c'est Kukoc, je pense. J'ai pas vu moi les autres épisodes, mais là on a bien vu ce qu'on a vu, et voilà, Kukoc est encore présenté un peu de manière individuelle. Ensuite on revient vraiment sur Jordan. Et en fait, on nous montre, c'est un peu pour moi le grand 2, c'est, en fait, il est pas tout rose ce type, alors, à la fois lui, à la fois autour de lui, ça commence à arriver, on sait ce qui arrive aussi. Moi, j'ai bien aimé le côté un peu de Dark Jordan, de Dark Knight, tu vois, l'arrivée un peu du... commence par là, le 6, on va commencer par là, juste dernier élément par rapport à ce que vous mentionniez, et ça, je pense que ça a fait référence à certains, évidemment, quand on est geek basket, mais l'une des dernières scènes, si ce n'est, je crois pas me tromper en disant la dernière scène de l'épisode 6, les playoffs débutent face aux Nets, entrée du 4-4 dans un espèce de parking, parce qu'on sent que ça va être le début des playoffs. Et je crois qu'une des phrases, c'est les playoffs des Bulls, s'agit-il de la dernière danse, des histoires avec Phil Jackson, un Pippen reposé. Et en fait, notamment les gens avec qui je regardais disaient attends, un Pippen reposé. Ah oui, c'est vrai, à l'épisode 1, on nous dit qu'il y a 35 matchs pendant lesquels il joue pas. Donc c'est vraiment très très confus. Et ça, c'est vrai que même moi, au dernier moment, je me suis dit attends, Pippen reposé. Mais oui, putain, c'est vrai qu'il y a toutes ces constructions 98. Ça, en tout cas, on est d'accord sur la vie générale. Les petits thèmes dont on va aborder, même les gros thèmes, il y a en effet le côté Dark Side de Michael Jordan. On va en parler en long et en large parce qu'il y a plein de choses qui ont été décryptées dans ces épisodes 5 et 6.
L'aspect business aussi, on a discuté avec Alex et Simon de voir ce que ça représente, puisque là vraiment on voit l'explosion de la marque Jordan et de tout ce qu'il y a autour, son impact, parce qu'il y a quand même un épisode 5 dédié à Kobe et on a un petit événement sportif à l'été 92, et puis on pourra après toucher à d'autres choses, des adversaires en finale, ici ou ailleurs, qui ont été gentiment écrabouillés par les Bulls du début des années 90. Messieurs, vous voulez commencer par, Alex, tu tendais la perche là par le côté dark side un petit peu de Jordan, on commence par là? C'est quand même le plus gros terme. Qui pour moi est absolument indissociable de l'aspect objet marketing et culturel. Ce que je veux dire par là, c'est que si Jordan n'était pas devenu l'objet marketing qu'il est devenu, c'est-à-dire l'un des, mais pour moi c'est le sportif le plus connu de la planète. Ah oui, oui. Bien sûr. Je sais pas, je vois pas quel sportif va être plus connu. En tout cas, en l'état à l'époque, c'est personne qui le touche. À l'époque et même encore aujourd'hui, franchement, ils discutent. Déjà en termes de sport. Bref, s'il n'était pas cet objet marketing, on va en parler et tout, son dark side, parce que c'est quoi son dark side? Et il aime picoler un peu et il aime aller au casino. Bon. C'est pas que ça quand même. Il est millionnaire et il claque un peu de fric en pariant avec ses potes sur du golf. Moi, ça m'a jamais choqué en fait ce côté de Jordan un peu dark. Ouais, il a des vices, il a appelez ça comme vous voulez, des mauvais penchants. Je sais pas quel est le terme qu'on met là-dessus, mais moi, il m'a jamais, à titre personnel, il m'a jamais choqué plus que ça. Je pense surtout qu'il est amplifié et il est, comme le dit très bien, il y a Jordan qui le dit dans le documentaire, il y a Magic aussi, je sais plus si c'est Magic, qui le dit très bien, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les mecs comme ça, qui sont tellement mis en avant par le marketing, par leur talent sportif, on attend d'eux qu'ils soient absolument toujours exemplaires. Mais moi, je pense pas que ce soit ça, les deux éléments qui soient dark side les plus importants, tu vois. Je crois pas que ce soit la picole et le pari. Ça, c'est ce qu'on met en couverture. Parce que c'est ce qui est de plus accessible. Mais moi, par exemple, ce qui, je pense, a le plus travaillé, c'est notamment l'intervention de Barack Obama, où il dit, putain, quand même, je veux dire, à l'époque, quand il y a la possibilité d'avoir un petit impact d'activisme, un petit peu de politique, et de soutenir notamment celui qui voulait atteindre le Sénat en Caroline du Nord, si je ne dis pas de bêtises. Oui, qui aurait pu être le premier gouverneur black. Exactement. Ça, c'est quand même et il l'a pas soutenu officiellement. Il l'a pas soutenu officiellement. Et ça, il a financé. Mais ça, c'est pas dark side. Ah non. Ce que je dis comme dark side, c'est l'image globale de Jordan est impactée. C'est ça, moi, le côté dark qui est notamment observé sur cet épisode 5 et 6. C'est le fait que là, notamment Jordan, qui jusque-là a eu l'image du héros américain, c'est ce qui est dit clairement dans le documentaire, malheureusement aussi, auprès de la population afro-américaine qui était à fond derrière, quand lui n'a pas soutenu notamment là-dessus, il y a quand même déjà une première balle qui est tirée dans le mollet. Genre, là-dessus, en fait, c'est juste un athlète. Ce n'est pas juste un athlète qui peut aussi intervenir comme Mohamed Ali l'a fait ou d'autres athlètes. Mais moi, c'est dans ce sens-là que je te disais ce que je te disais, Bastien, dans le sens. J'ai pris les exemples de la picole ou du jeu, mais ça marche aussi avec l'implication sociale ou politique. C'est dans le sens où le sportif qu'il est, avec l'objet marketing qu'il est devenu, le personnage exemplaire, le role model, comme ils disent aux États-Unis, tu vois, on l'attendait, certains, en tout cas, l'attendaient, et notamment certaines parties de la population, certains hommes politiques ou quoi, l'attendaient sur des sujets qui vont au-delà du sport, tu vois. Parce qu'il est exemplaire et parce qu'il domine sur le terrain et parce qu'il génère des millions et des millions et des millions, parce qu'il est devenu une égérie alors que c'est un sportif black, tu vois, donc ça fait un afro-américain qui est l'égérie d'une marque planétaire. Du coup, il y a plein de choses on pense que ça lui incombe, mais pas forcément en fait. Enfin, après, ça reste un homme, il a le droit de faire des choix... les choix qu'il veut. Bien sûr. Moi, c'était pas forcément. Après, je sais pas Simon ce que t'en penses, mais c'est juste que en tout cas, les pans sont multiples, quoi. En tout cas, ça va au-delà du pari sportif et de la binouse. J'en pense que l'épisode 5, pour moi, est presque trop dense. L'épisode 5 et 6, les deux, en fait, et qu'on aurait presque voulu un épisode de plus pour mieux détailler. Je m'explique. Moi, ce que j'ai cru comprendre dans cet épisode, mais qui est effleuré dans la construction, c'est qu'en fait, Jordan, en gros, jusqu'au 92, t'as une première partie de carrière où ce qu'il fait et ce que les gens attendent de lui, ça match comme quasiment jamais. Ouais. C'est-à-dire que c'est incroyable. Le mec met le buzzer beater en finale universitaire, devient une sensation à la draft. Il est attendu en NBA,
Année 88, c'est clairement individuellement le meilleur joueur, c'est clairement le meilleur dunker de l'histoire, nanana et tout. 91, ça match parce que collectivement, il a changé, il a fait gagner son équipe, il a battu Détroit, il a battu Magic. 92, c'était tout en haut, c'est la Dream Team et on le voit bien, le soleil, c'est Jordan. C'est Jordan, c'est le mal alpha, l'alpha, ça, tout ça, l'épisode est bien, on te l'explique bien. C'est l'entraînement gagné contre Magic, c'est le alpha des alphas. Il y a deux choses, c'est à la fois le plus fort, mais c'est aussi Superman dans le sens où ce que les gens attendent, il est à la hauteur et ce qu'il fait est conforme aussi à... Enfin, tu vois, il y a une espèce d'équilibre parfait entre les attentes des gens, ce qu'il délivre et du coup ce qu'on est en droit d'attendre de lui. Et il y a une rupture qui est la dernière année, qui est 93, parce qu'en gros, pour plein de petites raisons, alors il y a effectivement, on commence à fouiller, il y a c'est Phil Jackson qui le dit, le point de départ, c'est le livre. Et c'est ça, c'est le bouquin. Le livre de Sam Smith, tout à fait. On commence... Bien sûr. En fait, Jordan est parfait en 92, donc évidemment, qu'est-ce qui se passe après ce cycle-là? C'est t'es parfait, Coco, on va regarder les 2-3 petits. Normal, mais s'il n'était pas aussi connu et un aussi gros objet marketing, on n'aurait jamais fouillé. Mais sauf que Jordan, c'est là où c'est le alpha des alphas. Pour moi, ce qui est expliqué ce qui est montré dans l'épisode, mais qui est un peu trop rapide pour bien le comprendre, c'est t'entames un bras de fer entre Jordan et le reste du monde, en fait. Le reste du monde lui envoie genre, mec, faut régler ça, et Jordan n'en a rien à foutre. Ouais. C'est ça qu'on voit. Vous avez beau dire que je vais à Atlantic City, je vais vous dire que j'y allais avec mon père, je vais machin. On comprend aussi qu'il ment, on le voit quand même qu'il raconte un peu ce qu'il veut et tout. Mais pour moi, c'est un bras de fer en mode, j'ai gagné le droit de faire ce que je veux parce que je suis le plus fort. Et le reste du monde, donc sous-entendu les Bulls, déjà avec le management, puisqu'on voit toujours Jerry Krause prendre des balles de Jordan tout le temps maintenant. C'est systématique, tout le temps. On voit l'histoire des paris et tout. Voilà. Tout le temps. Ses adversaires, les journalistes, les machins. Jordan commence un peu à s'isoler, entre guillemets, en mode, vous me cassez les couilles. C'est ça, en fait, qu'on voit, moi, je trouve. Et c'est le début du Jordan, et c'est à la fois ce que j'aime bien appeler le Dark Jordan, et on va voir plus tard, c'est pour ça aussi que pour moi, c'est un héros absolu, c'est que c'est peut-être le seul mec, ou l'un des seuls mecs dans le sport avec Maradona, mais Maradona est devenu fou à ce jeu-là, à avoir gagné ce bras de fer. Ouais. Parce qu'en fait, il s'est couché, et après, on va le voir, mais après, du coup, c'est la relation s'inverse, et il revient tel qu'il est, et tout le monde n'attend que ça, et on va plus lui casser les couilles, parce qu'on dit, attends. T'es Michael Jordan, tu fais ce que tu veux, en fait. Mais là, on est en plein dans le bras de fer. Pour moi, les épisodes 5 et 6, c'est le bras de fer. Et Jordan, on a l'impression qu'il est un peu en train de perdre le fil. Bah, ça commence. C'est bien ça. Ça commence. C'est bien ce que tu dis, Simon, c'est ça. Il y a vraiment de ça. Il y a vraiment ce côté, je suis Michael Jordan et à la limite ce que les autres pensent de moi. Et en même temps, tu sens, quand tu vois les images de l'époque, tu sens que ça le travaille un peu quand même, quoi. Bien sûr. Notamment le bouquin de Sam Smith, tu vois. Ouais. Il n'a pas envie non plus de gâcher le trône et de se retrouver. Il sait que ça peut tourner vite. Hein. Il a compris comment ça marche, tu vois. Mais il a peur. Voilà, je pense qu'il y a un peu de peur. C'est la première fois aussi que Jordan a peur d'avoir un adversaire plus fort que lui, tu vois. Ça fait peur, quoi, de se dire, mais attends, il y a des mecs qui parlent sur moi. C'est ce qu'il dit à un moment. Tu vois de la peur dans ses yeux. Il dit, attends, je suis arrivé à un point où en fait, des gens parlent de moi, ils ne me connaissent même pas. Oui, ils bien ne m'ont sûr, jamais c'est ça, vu. être une célébrité, bien sûr. Tout à fait. Ça le travail. Ça commence à le travailler là-dessus, et c'est vrai que. C'est aussi, moi je trouvais ça, alors c'est peut-être juste moi dans la façon dont je vois la chose, mais je trouvais ça aussi assez touchant, personnellement, de voir quelqu'un qu'on prend tellement pour acquis, c'est-à-dire cette pression-là, ce plan, on le voit en sortie d'hôtel, réaliser à quel point cette personne, dès qu'elle sort, est sous une attente, un spotlight et une pression médiatique permanente dans toute sa vie. Je fais pas le lien de cause à effet de ça qui mène ensuite à un dark side, mais je me dis comment peut-on croire, nous, simples êtres humains, quand on observe ça, qu'il ne puisse pas y avoir après des erreurs humaines ou des tendances qui peuvent nous sembler bizarres. Quand on a une telle pression et qu'on est l'athlète ou peut-être même la personnalité la plus connue au monde, bon, bah, il y en a qui s'en sortent très bien, chapeau à eux, et il y en a d'autres qui essayent de jongler avec ça, et je trouve que c'était assez touchant de voir un côté de Jordan aussi où le premier plan, je crois, de l'épisode 6, où il répète le même texte à la caméra, où il dit « Je pense que les gens aimeraient être Michael Jordan une semaine ou un mois, mais en fait, c'est pas très marrant. » Cut, on la refait. On la refait. Et je trouvais ça intéressant. Je trouvais ça vachement bien parce qu'on oublie ça. On a l'impression que ce sont des one-shots, des one-cuts. Mais tous les grands sportifs, il y a plein de grands sportifs immenses, des célébrités incroyables qui ont pété des câbles et à plusieurs niveaux, tu vois, genre bon, Simon il a pris l'exemple de Maradona et Maradona, je pense. Non mais Tiger Woods. Je me demande s'il aurait pas pété un Tiger Woods. Zidane. Bah. Zidane, il a mis un coup de tête à un mec dans une finale de Coupe du Monde, quoi. Si ça, c'est pas la pression qui te fait sortir de ton délire. Donc la pression, chacun la vit comme il peut. Mike Tyson. C'est vrai que Jordan, je trouve que Mike Tyson, laisse tomber. Ouais, c'est le premier exemple qui me venait en tête.
Ah bah Mike Tyson, ouais. Et puis alors lui, quand il pétait un câble, fallait mieux pas être trop dans le coin. Un câble HDMI. Il pétait un câble HDMI. Comme on dit. On le voit dans cet épisode 5, Kobe aussi. Bien sûr. Kobe a eu des problèmes à gérer les spotlights que tu as en permanence quand tu es Bien sûr. Toutes c'est les très, immenses très dur. stars. Très, très Aujourd'hui, et encore, on est en 90, mais Aujourd'hui, t'as même pas besoin d'être une superstar comme Jordan pour te faire foutre la pression de ouf par les médias ou les réseaux sociaux. Aujourd'hui, si t'es, je dis n'importe quoi, qu'est-ce que je vais te trouver? Si t'es pivot aux Sacramento Kings et que tu t'appelles DeMarcus, tu peux vraiment te faire foutre la pression par les médias. Et si Bien t'as sûr. une personnalité un peu plus friable, eh ben tu vas moins bien le supporter, tu vois. Bien sûr. Et j'ai des exemples comme ça, on en a à l'appel, rien que dans le basket. Hein. Y a même pas besoin de. Super, ça. Tu vois, hier, dans le docu, à un moment, je me disais, il ressemble... comment réagirait Jordan aujourd'hui, un tout petit peu avec les comptes et tout. Et vu sa personnalité, et vu son caractère et tout, j'ai pensé à un moment à Durant, je me dis, il ressemble quand même un peu à Durant, je pense, pour ça, qui est pas, tu vois, qui est quand même très fort dans le jeu, mais qui est pas si darling des médias. Il y a un tout petit côté, non, mais je voyais bien Jordan être capable, par compétitivité, d'avoir des faux comptes pour aller, tu sais, bâcher les gens sur Twitter qui disent que Drexler est meilleur que lui. Peut-être, oui, bien sûr. Non, mais c'est vrai que c'est j'ai pensé des erreurs bien comme sûr, ça. c'est vrai que souvent on se dit à quoi ressemblerait Jordan dans une ère médiatique, mais je pense aussi que je pense que la pression est différente. Je pense que c'est pas vraiment la même. C'est une pression qu'on peut considérer plus, moins forte parce que réseaux sociaux, etc. Mais il y a des gens aussi qui ont plus accès à des données de chez eux. Ce que je veux dire par là, c'est que aussi à l'époque, les gens se ruent physiquement autour de lui. Les gens par leur simple présence. Par sa simple présence, chiale, on le voit notamment, hein, qu'il y a des gens qui courent, qui galopent, qui vont vraiment en bas de son hôtel. Et évidemment, il y en a qui le font dans l'ère actuelle, mais il y a un peu Parce plus... que c'est plus exceptionnel à l'époque, ça c'est clair, t'as raison Bastien. Donc du coup, il y a une pression qui, à mon avis, est différente. Et parce que aussi, il y a ce côté, comme tu le disais là tout à l'heure, Alex, d'alignement des planètes qui est incroyable. Et quelque part, on peut regarder tout à fait dans les autres sports, c'est... Un athlète basketteur noir qui est le héros d'un pays dans un pays qui a justement besoin d'un héros aussi à ce moment-là. Et ça, mais qui est capable de tenir une pression? Il faut le tenir, ça. Mais c'est un truc de ouf. Impossible. Bien sûr. C'est impossible. Mais bien sûr. Et non, mais moi, juste ce que j'allais rajouter, c'est que ça serait aujourd'hui. Genre, t'inquiète pas que Jordan, quand il met le pied dans un casino, il y a tout Instagram et tout Twitter qui sont au courant. Tout à fait. Ce que je veux dire. Ouais. Et quand il se prend une bière dans le vestiaire, mais laisse tomber. Oui, quoi, après évidemment, les attitudes sont différentes avec les joueurs d'aujourd'hui. Ça serait plus du tout la même chose. Les attitudes seraient différentes. Bien sûr, ils peuvent pas. Ça vous a Impossible. fait bizarre, vous aussi, le moment où il est chez lui, il est chez lui, on sait pas où il est, mais il est couché là devant une télé et tu comprends qu'il est là des heures parce qu'il que est dès qu'il ouvre confiné. la porte, c'est la guerre. Ah et qu'il est confiné, Ouais. et qui dit confiné. Ouais, Ce il n'est faut fait pour confiner, personne, ce mode de vie en confinement. Eh. J'étais là genre, waouh. Encore un point de commun, je savais pas, encore un point commun avec Michael Jordan. Mais ouais, t'as vu, on commence vraiment à avoir le C'est fou, même hein. rythme de Ça vie. commence à faire beaucoup, hein, on les accumule. Messieurs, je vous relance juste par rapport à ce côté Darkseid. On a parlé évidemment de tout ce qui était binous, activisme, etc. Le focus qu'il y a sur cet entre Game 2, Game 3 de finale de conférence face aux Knicks avec le trip à Atlantic City, tout le bordel qu'il y a autour et la mention petit à petit, là, c'est quelques étincelles dans cet épisode, que ça peut le pousser à prendre une retraite anticipée. Ça, Alex, c'était un truc qui était un peu surjoué, surfait, surmonté, ou est-ce que... Surjoué. Pour moi, c'est Ah ouais. surjoué. Pour moi, à l'époque, personne sans doute, à part peut-être l'entourage, mais genre juste ultra proche de Jordan, quoi. Pour moi. C'est-à-dire C'est-à-dire que le côté, le côté dans la série où ils disent ouais, on commence à se dire que Jordan commence à être saoulé et tout. Je pense pas qu'il y avait cette sensation-là dans le monde du basket. Non, dans le monde du basket, non, mais en tout cas, en cercle court, comme le dit Aldridge, t'avais le sentiment Ouais, que ça commençait à sentir. Peut-être, ouais. C'est ce que disent les mecs 25 ans plus tard. Je ne sais pas, par contre, ce qui est sûr, c'est que par contre, dans la tête de Jojo, à mon avis, ça commence déjà à bien mûrir. Quand il commence à se faire saouler, dès qu'il dit quelque chose ou qu'il dit pas quelque chose, on lui reproche de pas soutenir ou de soutenir quelque chose, il va boire 3 binous et il fumer le cigare au casino, on le fait chier, on lui dit qu'il a un problème avec le jeu, tu vois ce que je veux dire, et on lui ressort c'est quoi, c'est l'histoire d'un dealer à qui il devait du pognon, c'est le ça, joueur de golf. Celle-là, elle est chum. Celle-là, elle est chum. Mais, enfin, je veux dire, elle est chum en termes d'image, quoi. Hein. Je pensais pas qu'ils en parleraient dans ce docu.
Elle est chum en termes d'image. C'est fort, hein, c'est fort. Mec devait de l'argent Parce à un que dealer. il a été témoin dans un procès, etc. Il a menti, après il s'est rattrapé et tout. Et c'est admirable d'avoir eu l'honnêteté intellectuelle de mettre ça dans le docu. Non, mais c'est complètement ça, Alex. En fait, c'est le moment. Magic a une phrase assez là-dessus. Il dit à un moment à David Aldridge, il dit attention à lui casser les couilles comme ça. En gros, le mec est impulsif. Vous allez le faire arrêter, tu vois. Vous allez le faire. Et pour moi, c'est ça en fait. C'est Jordan 2, il s'amuse plus. Et en fait, au lieu qu'on l'admire pour ce qu'il est, on commence à lui reprocher ce qu'il n'est pas. Tout à fait. Et puis l'aspect que tu mentionnais là tout à l'heure, Simon, qui va dans ce sens, c'est on voit tout au long de cette série, sur 6 épisodes, le compétiteur maladif que c'est. Et vient cette phrase qui va dans ce sens, c'est un jeu auquel tu ne peux jamais gagner. Et à partir du moment où Jordan, compétiteur comme il a dit, je ne peux pas gagner à ce jeu de devenir un modèle, de répondre aux attentes de tout le monde, c'est un jeu que je vais perdre. C'est pas possible. Et c'est impossible, c'est sûr. Donc pour un joueur pour une personne qui déteste la défaite, Qui déteste perdre et qui se retrouve devant un jeu où on lui dit quoi qu'il arrive, tu vas perdre, c'est saisissant. Et d'où notamment cette scène à la fin où il est en train de conduire dans le 4x4 donc avec Ahmad Rashad et où il dit je suis pas sûr que tout ça va me manquer parce que je sens que quoi que je fasse, ça ne sera jamais assez. Il envoie même son père répondre. Enfin, je veux dire, tu vois qu'il est exténué, quoi. Mais tu peux comprendre, plus d'adversaires à ta hauteur, plus d'enjeux. Il y a un truc qui est dit trop rapidement dans le docu, mais qui est fondamental. Personne, en gros, individuellement, pouvait se targuer d'avoir gagné 3 titres d'affilée depuis Bill Russell, quoi, en gros, en NBA. Tout le monde s'était bloqué à 2, en fait. Bird en gagne 2 d'affilée, repère derrière, Magic pareil. Aussi, Et Jordan, en fait, il en fait 3 et il dit voilà, c'est bon, c'est le GOAT, c'est moi. En 93, on est sur un consensus de individuellement, ce mec est celui qui a le plus haut degré de maîtrise de ce jeu, c'est le plus fort. C'est le plus fort. Et les Bulls commencent à être vus par beaucoup de gens comme podium des meilleures équipes de tous les temps sans trop de problèmes. C'est ça, au bout d'un tripit. À la sortie du tripit. Bien sûr. Ouais. On parle des Lakers, on parle des Celtics, et derrière, c'est les Bulls. Dans tous les cas, sur ce côté Dark Side, dites-nous ce que vous en pensez un peu, parce que c'est vrai que c'était un des éléments marquants de ces épisodes 5 et 6. Alex, je vais te tendre la perche un petit peu sur le deuxième thème, qui est clairement business, money, 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 yeah, puisqu'on voit vraiment les prémices de Air Jordan, McDonald's, Gatorade et compagnie. La marque Jordan vraiment explose au début des années 90. C'est marrant parce que là, tu vois... même si c'est pas le truc le plus facile à faire, là je trouve que le flashback est assez bien fait dans la série et il a vraiment de la logique puisqu'ils sont obligés de nous ramener en 84 d'abord. C'est ça. En 84 où à l'époque t'as quand même Converse, il nous l'explique assez bien que Converse est très dominant, ils ont Magic, ils ont Bird. C'est la marque officielle. C'est la marque officielle. À l'époque. Ouais, c'est Converse et puis les stars portent des Converse. Ils nous remettent une petite cartouche, c'est assez normal, hein, c'est un reportage fait, j'ai envie de dire, par et pour Michael Jordan. Donc il y a le petit taquet habituel, spécial PLS pour Adidas, normal. Hein. Oh la vache, à chaque fois ils le remettent, c'est énorme. Genre, toi tu voulais aller chez qui ? Et là, t'as Jordan, pleine face, caméra, limite, il le dit avec un sourire, tu vois presque son sourire, sûr. Tu vois, genre, j'aurais bien voulu aller chez Adidas. Bien sûr. C'est d'une violence inouïe. Bien sûr, et même l'agent qui dit à Nike, bon les gars, prenez Petit Arrow, vous êtes une entreprise avec une petite valeur. Enfin, tu sais, t'es dans les années 80, et Nike, en fait, c'est une start-up, quoi, c'est génial. PLS chez Adidas, c'est violent. C'est un what if qui me fascine, parce qu'à l'époque, si les deux mondes se croisent, il y a un moment où il y a Jordan et Bernard Tapie parce qu'il prend de la puissance chez Adidas. Il y a un moment où les deux se croisent et font du bis ensemble. Il y aurait pu. C'est un what if. C'est un de mes what if préférés de l'histoire parce que il y a cette possibilité-là. Adidas, Tapie, Jordan. Je sais pas comment ce qui aurait pu se passer, mais voilà. Non, c'est clair. Alex, du coup sur le business, on décolle vraiment avec Jojo dans les années 90. Hein. Oui, disons que toutes les années 80, ça monte en puissance sérieusement, mais comme il n'y a pas encore les titres collectifs, le joueur est très respecté, les chaussures se vendent raisonnablement bien, mais toute la symbolique disons que c'est lié, quoi. Il y a le côté business marketing qu'on a déjà évoqué, c'est-à-dire le côté je personnifie, je deviens une icône d'un sport à travers une marque. Donc là, Nike a vraiment joué un coup absolument magnifique en mettant en place ce côté Air Jordan. Après, il y a mêlé à ça, pour moi, il y a l'explosion du business de la NBA grâce en partie aux produits Michael Jordan et aux produits Dream Team au JO de 92, quand même.
Je pense que ça aide quand même beaucoup. Et après, tout au long des années 90, la domination de Michael Jordan sur les terrains va faire que, alors là pour le coup, comme c'est devenu la norme maintenant, quoi. Le joueur qui domine vend des produits à son nom avec sa marque, quoi. C'est pas pour rien si aujourd'hui il y a des Kobe, il y a des LeBron, des KD et maintenant des Freaks. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est juste logique. Donc ça, Jordan est quand même clairement un précurseur là-dedans, quoi. C'est-à-dire que il est celui qui a complètement cassé la barrière de la culture. Cassé la barrière. Il y a un côté cassage de barrière et il y a un côté nouvelle stratégie marketingo-commerciale que tout le monde utilise maintenant. Bien sûr. Tout le monde. Maintenant, les marques, on dirait que genre tout ce qui les intéresse maintenant, c'est d'avoir les meilleurs joueurs possibles en égérie. La plus grosse égérie tu as, le mieux tu t'en sors. Simon, qu'est-ce qui t'a pas mal marqué sur cet aspect business qui est bien décrit aussi dans les épisodes 5 et 6 ? Ouais, on va continuer principalement sur les godasses quand même, parce que je trouve que Jordan, c'est indissociable effectivement de ça reste... Ouais. Ils ont bien, le sujet est bien amené. En fait, pour moi, après, petit aparté, mais en gros, moi je découvre Jordan par son retour, donc qui est hyper orchestré autour de la marque et du logo. Hein, quand il fait lui-même ses Pippen qui montrent. Avec la pompe dans la caméra, voilà. Super. Donc la marque est déjà au firmament et le logo est l'un des trucs les plus reconnus. C'est comme le logo Apple maintenant et tout, si vous voulez. Enfin, c'est le logo de Jordan, il est. Le Jumpman, là, tu parles du Jumpman. Le Jumpman est peut-être même, les deux, quoi. L'homme et son logo sont partout dans le monde. Cette marque, en fait, a réussi quelque chose à ce moment-là pour d'être validée sur 3 trucs qui étaient, je pense, c'est la première fois peut-être dans l'ère moderne qu'une marque réussit ça. C'est-à-dire qu'à la fois sportivement, t'as un modèle qui, en gros, je sais pas si ça vous est pareil, mais il fallait être bon pour porter du Jordan. Enfin, il y avait un côté, c'était vraiment la pompe un peu performance de celui qui joue bien. Donc t'as ça. T'as vraiment, et le produit est validé pour la pratique du basket et tout, pas de problème. T'as le swag, t'as le côté, c'était pas loin d'être les modèles les plus réussis, les plus attendus dès le début en fait, que tout le monde voulait porter, etc. et tout. T'avais vraiment ceux qui avaient des JoJo, ils le disent bien, les mecs économisaient, fallait tes $100 pour aller avoir la paire, quel que soit ton niveau de vie en fait. Mais t'as un troisième truc qui est un peu nouveau en fait, qui s'installe au fur et à mesure du temps, mais et qui est pas amené là dans le docu parce que c'est pas l'objet. Mais il y a quelque chose, ça devient culte en fait, ça devient presque de l'art, ça devient des paires dont on parle au fur et à mesure. De la mode, c'est la sneaker culture, la sneaker culture se développe là-dedans notamment, hein. Bien sûr. Et cet aspect-là, pour moi, il n'y avait pas avant. Il n'y avait pas cette idée de... On parlait un peu des baskets qu'on avait. Bon, ok, t'as des Mutombo, elles font un grand pied, super. Toi, t'as des Barclay, ok. Mais Jordan, ça devient une collection. Et ça se fait en même temps que les cartes de basket, où il y a des collections consacrées que à Jordan. Il y a une espèce de marque qui se met en place au fur et à mesure. À l'époque, on ne pouvait pas deviner que ça deviendrait l'empire que c'est actuellement, la marque Jordan. Mais... c'était quand même déjà très vite, très bien en place, parce que ça réunissait tout ça. Tout à fait. Non, l'agent, lui, il avait l'air d'y croire. Ah ouais, il était... David Falk. T'as la rue, l'art et le sport, en fait, qui regardent la même bien sûr, bien sûr. C'est notamment ce qui fait que les interventions dans cet épisode souvent, ils essaient de prendre des personnes à la fois proches du basket et parfois un petit peu en dehors. On avait vu du Barack Obama arriver. Là, on a Nas et Justin Timberlake qui sont quand même... à leur ère, des personnes importantes de la culture mainstream, on les voit aussi que ce sont les premiers à dire tu tons la pelouse, tu gardes ta thune parce que porter du Jordan, ça avait un message, comme d'ailleurs pour ceux qui s'y connaissent bien en foot américain, on vu notamment avec les Oakland Raiders, avec toutes les images qu'il y avait en Californie sur ce que ça représentait de porter du noir et blanc, NWA, etc. À l'époque, de porter du Jordan, c'était forcément envoyer un message. Moi, j'ai vachement apprécié le fait que l'agent explique la stratégie qu'il y a à l'époque, c'est-à-dire quoi, tu vas en faire un joueur de tennis, un joueur de golf, mais attends, mais de faire d'un joueur dans un sport collectif quelqu'un qui est au-dessus de son sport, à l'époque c'est vu comme quelque chose de mal. Tu vas pas prendre un footeux et le mettre au-dessus du foot, tu vas prendre un basketteur et le mettre au-dessus du basket. Ils prennent le pari et ils ont le culot de faire ça, ce que j'ai trouvé vachement bien parce que évidemment ça a mené à ce qu'on a su. Et très important, tu le mentionnais là juste avant Alex, le fait que quoi qu'il arrive, malgré ce dark side qu'on voit au fur et à mesure, la performance prédomine, c'est-à-dire si tu restes le meilleur joueur au monde, de la meilleure équipe, on peut te critiquer comme tu veux, mais tu restes le meilleur. Et donc forcément, ta marque reste intouchable. Et ils le disent dans le documentaire. C'est-à-dire que même si tu as t'as des petits impacts de balles sur la carrosserie,
personne ne touche à la bagnole, quoi. C'est-à-dire que Jordan, ça continue à aller tout droit. C'est juste la référence parce que à chaque fois, bah, t'es MVP ou meilleur marqueur et t'as le titre et patati et patata. C'est le premier à le dire. S'il faisait du 2 points et 3 rebonds de moyenne ou s'il s'arrêtait en finale de conférence ou en demi-finale de conférence, je pense que forcément ça aurait un impact sérieux. J'ai pas l'avis de forcément de spécialistes. Il y en a qui le sont vraiment, notamment dédicaces aux copains de Camino sur toute la hoop culture et la sneaker culture. Mais t'as quand même le sentiment qu'il y a un avant et un après de Jordan dans la consommation de la basket. Oh bah clairement, non mais clairement. Pour revenir à ce que tu as dit sur le côté dark side qui n'a pas abîmé le côté commercial, faut dire aussi que les choses qu'on reproche à Jordan, je dis pas que c'est bien encore une fois, mais ça va quoi, y a pas mort d'homme quoi. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est ce qu'ils disent d'ailleurs, hein, il a fait chier personne, c'est ce qu'ils disent dans le docu. Et c'est ça, je veux dire, il a tué personne quoi, tu vois genre il a tué personne, il a volé personne, enfin tu vois genre donc c'est aussi ça le truc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense que genre j'en sais rien moi, s'il avait été mettre une balle dans la tête du dealer à qui il devait du pognon, je pense que ça aurait été plus compliqué même en étant le meilleur sur le terrain, tu vois. Voilà. Alex, t'as super raison, et c'est même, moi je vais me permettre d'aller un peu plus loin et de peser mes mots, mais c'est même des vices entre guillemets. Donc non seulement tu franchis pas tout à fait la ligne rouge, c'est-à-dire comme il le dit, il n'y a pas de loi contre ce qu'il fait, il ne se met pas hors la loi. Donc déjà premier point, mais surtout pour pas mal de gens, faut se remettre dans le contexte et tout, c'est un peu cool en fait ce qu'il fait. Faut comprendre ça. Il y a une espèce de dimension, c'est un peu gangster, mais vous voyez avec des guillemets, c'est un peu bonhomme, juste ce qu'il faut de genre, bah ouais c'est bon, il va au casino avec son père et des potes à 2h du mat avant un match. Ça reste il humain. Dort 4 heures. Il dort 4 heures, il est meilleur que vous, ou les rageux, tu vois. Il y a un côté comme ça. Il y a un côté, on revient à ce truc alpha de l'alpha. Donc c'est ça qui est assez génial. Il le fait pas exprès, hein, mais tu franchis pas vraiment la ligne rouge, tu joues avec. Et en plus, quelque part en street cred, j'ai pas le bon mot, mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a un côté, c'est les années 90, il y a ce côté un peu aussi, les hommes très bonhommes, on fait des affaires, on fume des cigares. Bien sûr. Quoi. Bah, évolution du hip-hop, on voit ce qui se passe. C'est cliché. Tout à fait. Tous les docus qu'il y a eu sur Mike Tyson, pareil, début des années 90, avec toute l'image qu'il y a autour des athlètes et quelle place ils sont en train de prendre dans la culture mainstream, alors qu'avant le sport était quand même un peu de côté. Et là, on voit vraiment la religion un peu du 21e siècle qui explose. C'est un peu cool. Ouais, il y a du cool. Et puis c'est tout le traitement d'une série aussi, parce que bien sûr. Quand ils nous font dans l'épisode 3, quand Rodman arrive, il y a tout le passage où genre Jordan il est saoulé que Rodman il veuille des vacances en milieu de saison pour aller à Las Vegas. Et l'autre, en 93, à la veille d'un Game 3 de playoff où il est mené 2-0 dans la série par les Knicks, il est au casino en train de se mettre la tête jusqu'à 3h du mat, tu vois. Genre, tout ça aussi, le traitement c'est rigolo, tu vois, c'est un côté genre... ça montre bien à quel point, genre... tu peux considérer ça comme un vice ou quelque chose de dark dans la personnalité de Jordan, mais moi je pense vraiment que quelque part ce sont des vices. Quel être humain n'a pas de vices? C'est ça. Et c'est assez bien foutu. C'est pour ça que des fois je parle, certains aiment pas quand je dis ça, mais pour moi ça reste vraiment une série par et pour Michael Jordan, parce que même quand tu présentes ses vices, ça va. Mais bien sûr, et il en faut un petit peu. Et il en faut un petit peu. Et d'ailleurs, je crois que c'est une des phrases qui est dite dans le docu, c'est que il n'y a pas de loi d'équipe, de ville et d'État qui ont été enfreints. Par contre, ce qui a été enfreint, c'est les attentes du public. C'est-à-dire, merde, il n'y a rien d'illégal dans ce qu'il fait là, mais parce que le public s'attend à ce niveau de perfection, et qui est tout simplement pas inhumain, hein, qui est tout simplement pas humain, la perfection, d'attendre tout ça et de le voir ne serait-ce que éternuer dans un casino, les gens vont en faire toute une caisse. C'est vrai que c'est assez saisissant. Et autre... après, thème, si ça vous dit qu'on peut en parler, parce que sur le business, sauf si vous aviez des choses à ajouter sur le business, mais bon, c'est vrai qu'on va peut-être aussi revoir ce que ça donne dans les épisodes suivants. Sauf si vous voyez d'autres choses. Ah non, je pense qu'on est pas mal, je pense. Ouais, mais à mon avis, ça va revenir un tout petit peu le business. Ça va revenir aussi, donc, et puis on va avoir, il va y avoir 2-3 trucs avec des battes de baseball, à mon avis, dont on va parler par la suite. En termes de thème, on parlera après un tout petit peu de tout ce qui est Kobe et Dream Team. Moi, il y a juste un aspect qui est bien mis en avant là, et on en parlait juste avant en off avec Alex, c'est notamment toujours dans cette lignée des vilains ou des adversaires qui sont écartés, mis de côté. Là, on a vraiment focus Drexler, focus Charles Barkley, et toujours cet aspect de domination de Jordan sur les autres avec voici mon tableau de chasse en fait. Ouais.
Ils sont pas traités de la même manière tous. Ah hein. non, c'est en fonction Tu de as la vraiment- copinade. pour moi- C'est en fonction de la Pour moi, copinade. clairement, exactement. Clairement, Barclay, peut-être qu'il mérite, peut-être qu'il mérite pas, c'est pas le sujet, mais il a clairement un traitement bien meilleur que nos amis, je dirais. Donc Drexler, clairement, traitement. Waouh, le traitement de Drexler, on va en reparler. Pas le même poste. Pas le même poste. Pas le même poste. Il l'aime pas, Drexler. Honnêtement, il l'aime Tout pas. à fait. Non, mais il peut pas le piffrer, Drexler. Ouais, il l'aime C'est pas. Bien sûr, mais évident. c'est pas le même poste quand même. C'est pas la même concurrence. C'est Ouais, pas ouais, le même non, c'est poste, vrai, c'est-à-dire. Bah, on n'a pas Barclay. comparé Barclay à Jordan. Et alors que là où Jordan le prend vénère, c'est qu'on compare Drexler à Jordan. Et l'autre, si tu le compares à lui, il te met dans le droit dans le viseur. Oui, mais d'accord, bien sûr, d'accord, ça d'accord. Et ça l'a énervé et il a voulu montrer à tout le Ouais. monde que y avait rien à voir entre ces deux joueurs. Moi, je comprends. Ce que je veux dire, c'est je te parle du traitement de la série, tu vois. C'est-à-dire Genre les finales de 92, il y a 4-2. Les finales de 93, il y a 4-2. Les finales de 92, on a l'ascension que c'est un roulage sur les Blazers. Et moi, je suis d'accord, hein, c'est des finales. Je pense qu'effectivement, les Suns ont donné plus quand de même. fil à retordre aux Ah Bulls. ouais. Oui, Bah oui. mais la façon dont ça nous est présenté, t'as l'impression que d'un côté, il y a un sweep, et de l'autre, il y a Ouais, mais- un Game 7 au Game Je suis Winner. pas, quoi. en tout cas, j'ai Tu pas vois, été genre- braqué par ça. Je sais pas toi, Simon, mais. Non, pas braqué, Bah, y a- je y dis a- juste, voilà quoi. J'allais dire, il y avait 4-2 et 4-2, mais pour avoir vu ces finales, pas en live, mais après, mais dans l'ordre. Portland, le truc, c'est que, je sais pas, il y a des gens qui disent qu'ils étaient favoris à l'époque en live, j'en doute pas, ils sont premiers de la saison régulière et tout. Dès le premier match, la finale est finie. Tu regardes le premier match, Jordan, il met tous les 3 points là, sans Ouais. la finale, elle est finie. Il y a un truc de, ils sont devant et il n'y a pas de doute. Donc, à ce côté, ils vont la gagner, ils ont gagné l'année d'avant, ils vont la gagner. La finale de 93, elle est particulière parce que c'est l'un des seuls moments, après notamment, enfin, avec les 2-0 contre New York dans la finale Mhm. de conf. Donc il y a ça, les Bulls déjà reviennent, ça on le voit bien et tout. Et 93 en finale, c'est un peu rebelote parce que Chicago va gagner les 2 premiers matchs à Phoenix, mais en fait, 12 match 5, ce fameux, enfin on va pas refaire le truc, mais s'ils le perdent, c'est mal en Mhm. fait. Bien sûr. Les 2 Bah, derniers ils matchs. le perdent. Ils le Oui, perdent. non, pardon, le match 6, t'es Ouais. derrière là, t'es de nouveau à Tout à Phoenix fait. pour un match 7 et tout. Et je pense, quand on voit la finale, je l'ai pas vécu en live, mais en revoyant la finale, t'as l'impression que tu te dis Jordan va peut-être perdre. Et bah, c'est. C'est le seul moment où tu te dis si ça perd ce soir, ouais, l'autre en plus il va le gagner, mais il est dans la merde. Contre Ouais. Portland, il est pas dans la C'est merde. exactement ça qui, je pense, et d'ailleurs tu le mettais tout à l'heure en avant, Simon, même si je suis d'accord avec toi, Alex, sur le fait qu'en tout cas en termes de ratio pur temps, on aurait pu équilibrer un peu, mais par contre, dans la pure écriture, je trouve, des épisodes, là où ça a été très respecté, c'est 92 invincible, allez, next. Dès qu'il y a de la concurrence, on leur roule dessus. 93, il y a un bouquin qui sort, il y a les histoires Atlantic City, on va en mettre une caisse sur le fait que c'est plus dur, et que personne n'a réussi depuis des décennies à en gagner 3 de suite, donc on en fout vraiment de la crème fraîche et on en fait un max. Mais c'était plus dur. C'était Sauf plus que dur, ouais. C'était vraiment plus dur. Non, tout à Ouais, fait. mais on oublie. Du coup, on en a un peu oublié que Jordan, il tourne à plus de 40 points par match C'est-à-dire dans la série. Bah, ça, c'est pas assez. Moi, mon avis. Mais après, ce n'est que mon avis. Hein. Là, je fais vraiment de la critique de série. Là, je fais pas de la critique de Ouais. Jordan en fait. C'est plus genre, je trouve. Je m'attendais à ce qu'on dise que ouais, les Suns filent à retordre et tout, mais je m'attendais à une présentation des événements un tout petit peu plus fidèle j'allais dire, à la réalité. Alors peut-être c'est ma réalité, hein, mais moi, ces finales-là, c'est aussi un Jordan absolument stratosphérique, peut-être le plus fort de tous les Michael Jordan en finale, je pense. Ouais. Et aussi, c'est bien le shoot de Paxson, mais Horace Grant, son contre, il est où en fait? Enfin, tu vois, genre, je sais pas. Ouais, mais là, je pense que c'est les. Je trouve qu'il manque des choses. Je trouve qu'il manque des choses en fait. Moi, je suis là, j'étais un peu, j'étais surpris. Je pense qu'il nous faudrait 20 heures de plus. De 93. Quoi, je pense. Mais ça, Alex, Non. T'es pas obligé là quand tu montes les trucs, il y a le shoot de Paxson qui rentre, tu peux soit l'expliquer, soit donner la parole à Grant. Et Horace Grant, tiens, dans les mal aimés. Non, tout à fait, mais tu vois, pour revenir sur ce il que se tu pose dis, bien, là, tout je à fait, trouve. mais tu vois, par exemple, ils ont pas mis ce contre. Par contre, moi, j'étais bien content qu'ils mettent la séquence sur Charles Smith. Toujours dans le script de Jordan, putain, on a l'impression qu'il est seul, il est pas aidé. Non, on se resserre, les gars, on se serre les coudes. Et donc, dès qu'il faut sauver l'équipe avec une grosse séquence défensive, là, il a pas été oublié, Horace Grant. Oui. Okay. Il est pas oublié quand même. Là, sur cette séquence-là, ils disent, et David Aldridge, il dit, c'est quand même. Tu parles contre les Bulls. Là, il y a son nom qui est cité.
Contre les Knicks, c'est ça que tu veux dire. Contre les Knicks, pardon, David excuse-moi. Aldridge dit c'est quand même une séquence où les coéquipiers refusent que Jordan puisse perdre et que les Bulls perdent. Enfin, moi, j'avais pas l'impression que c'était trop loupé. Par contre, oui, Horace Grant a été pris un peu pour cible sur les Jordan Rules. Les Jordan Rules, et je te dis 93, quoi. Genre, Horace Grant, il fait la passe d'ess à Paxson et après il fait un contre. Je veux dire, il est central dans cette victoire. Dans cette fin de match. Alors c'est toujours facile parce que c'est un déroulé des événements, mais on sait ce qui se passe après. On sait très bien qu'Horace Grant et les Bulls, c'est l'une des dernières fois où on va le voir. Ah, tu m'étonnes, on comprend un peu mieux. Voilà, donc du coup on introduit ça aussi que il va y avoir une petite, c'est la grosse rupture en termes de coéquipiers. C'était le moment où les gens disaient voilà, on va pas spoiler, hein, le départ d'Horace Grant des Bulls, c'est quand même un moment de doute où tu te dis attention, le vestiaire, machin, c'est quand même le 3e larron, il devient All-Star et tout, il se casse et puis il se casse pas n'importe où. C'est comparable un peu à quand Ray Allen il fait du Boston-Miami quoi. Pas vraiment chez un concurrent. Oui, il y a de ça aussi. Après, malheureusement, il y a aussi la retraite de Jordan qui va et dont on parlera par la suite, qui va pas mal aider. Mais d'ailleurs, à ce propos. Toujours dans le lien avec tout ce qu'on disait là, Darkside, Horace Grant, etc. Bien quand même d'avoir souligné. Oui, en fait, il paraît qu'il a frappé Will Perdue, qu'il a dit qu'il fallait pas passer la balle à Cartwright. Genre, on continue toujours sur le côté bien construit on s'assure quand même à ce que ce soit pas une branlette entre guillemets de 10 épisodes, mais aussi de bien rappeler qu'en fait il a des défauts. Tony Kukoc. On peut en parler quand même. Tony Kukoc, j'ai une question à vous poser les gars, moi, Tony Kukoc. Est-ce que vous trouvez que son traitement, il était bienveillant ou pas ? Comment ça ? Est-ce que vous avez trouvé que dans cette série, le traitement de Tony Kukoc est bienveillant ou pas ? Moi non, mais moi non quoi, c'est-à-dire pour non, le pas bienveillant. Pour le moment, non, c'est pas bienveillant. Par contre, je suis quasi persuadé que quand on va s'occuper d'une saison à 72 victoires pour 10 défaites, il va être brossé dans le sens du poil. Je sais pas. Ah, moi, je pense que oui. Le traitement de Kukoc me gêne parce qu'en fait, le traitement de Kukoc me gêne parce que c'est pas le traitement de Kukoc. Le traitement de Kukoc, c'est le boy de Reinsdorf et Kroos. Et il est vu comme ça. C'est un personnage qui en fait dit c'est le petit chouchou du directeur de l'école et ça casse les couilles à Jordan et Pippen, c'est tout. En fait, on parle quasiment pas de Kukoc. On parle de Kukoc uniquement pour parler d'autres personnes. On parle de Kukoc pour parler de l'autre qui a craqué sur lui, qui va le voir jouer jusqu'en Yougoslavie. On parle de Kukoc pour te dire qu'en fait Pippen il l'a dans le nez, il va se le faire. Que Jordan il voit bien ça d'un bon oeil, en plus il va aider Pippen à se relayer, à se le faire. On parle jamais de Kukoc pour lui en fait. On t'explique jamais. Sauf une fois. Quand même, hein. Sauf une fois, donc quand donc il se fait défoncer au match de poule en 92, le États-Unis-Croatie. Et avant la finale, il y a quand même tout ce passage où ils expliquent, les Américains, ils avaient sous-estimé ce que vivait Kukoc chez lui. Quand même, il est bien brossé c'était là, un enfant de la guerre de Yougoslavie. Ouais. Il est bien brossé pendant 30 secondes. Ouais, tout à fait. Oui, mais il est toujours, en fait, Kukoc, mais c'est marrant, c'est comme sa carrière. Pour moi, c'est pas assez. C'est au service de mais les quelque gars, chose. excusez-moi juste, on est en septembre 92. Ouais. Comment est-ce que dans un documentaire on peut raconter les Bulls et Jordan, on peut brosser davantage Kukoc ? Ce n'est juste pas possible en 92. Ce n'est juste factuellement pas possible, ça ne peut que être par la suite. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils expliquent que le match de la finale, notamment, il se refait du match catastrophique du premier des JO, il croise la Dream Team et qu'il gagne le respect de Jordan et Pippen. Mais je veux dire, des questions toutes bêtes. On a eu la séquence sur Kukoc. Alors évidemment, c'est un peu comme toi en fait, Alex, quand tu te plains que dans les Suns, il n'y a pas assez de séquences sportives, on voit pas le truc. Le sport est paradoxalement le parent pauvre des fois d'un documentaire sportif. Moi, j'ai juste sur Kukoc, j'ai l'impression que si tu demandes à quelqu'un à la fin de la séquence, mais il jouait quel poste, il faisait quoi sur le terrain, t'en sais rien en fait. Par contre. Le joueur Kukoc, voilà. C'est la fine limite entre parler à tout le monde et essayer de répondre au geek, quoi. Mais je vais affiner ce que j'ai dit. C'est le joueur Kukoc, parce que c'était un joueur incroyable et un peu, on comprend pas très bien qui était le joueur Kukoc. À ce moment-là, moi, les enjeux dans le vestiaire. À ce moment-là, moi, Alex, je te pose la question en écho à ce que tu posais là comme question. Vu qu'on sait un petit peu quand même ce qui se passe. Dans les saisons notamment où Jojo n'est pas là, avant même de parler de 96, mais les saisons où Jojo n'est pas là, où il y a quand même du Tony qui commence à trouver sa place, est-ce que tu t'attends à un focus un peu plus gros sur le rôle sportif de Kukoc dans les épisodes peut-être 7 et 8 ? Vu qu'il reste 4 épisodes pour nous raconter une campagne de play-off de 98, je pense qu'il va falloir nous parler effectivement de Kukoc, de Pippen en solo, entre guillemets, en franchise player. Bien sûr, non, mais j'espère bien. En fait, là, juste la façon dont il est introduit Kukoc là,
Je m'y attendais un peu, donc j'ai pas été forcément très déçu, mais je m'y attendais un peu. La façon dont il est introduit, elle est très Jordan Pippen, et je trouve ça un petit peu dommage par rapport au prodige que c'est, et en fait de pourquoi les Bulls l'ont pris. Je te rejoindrai vraiment quand on aura vu les 10 épisodes. Je te rejoindrai vraiment, je pense qu'on aura vu les 10 épisodes, s'il n'y a pas plus de focus Kukoc. Là-dessus, très clair. Si c'est uniquement comme ça fait un peu genre, ok, bon en fait le mec c'était le 12e homme quoi. Si tu regardes pendant le docu, tu te dis bon bah ouais c'était un phénomène mais il a pas fait grand chose. Légère inquiétude moi ici à ce sujet parce qu'il en reste des choses pour 4 épisodes. Ouais, mais ça c'est normal. Vous n'avez pas dit ça. C'est tellement riche que tu vas pas pouvoir tout traiter. Donc ce qui va être intéressant aussi, c'est de voir, tu vois la réal, les gens qui ont écrit la série et les gens qui l'ont réalisée, enfin toute cette équipe de production, elle a fait des choix et elle va continuer forcément d'en faire. Donc ouais, il reste 4 épisodes et il reste 5 saisons, dont 2 sans Jordan, enfin 1,5. Ouais, et puis des trucs à expliquer. On va voir comment ils vont nous traiter tout ça, mais ils vont forcément devoir faire des choix. Et après, c'est aussi au public de prendre ce qu'il y a à prendre. Tu vois, nous aussi c'est évident. Ils vont te faire, et à nous aussi d'anticiper la chose, nous geeks comme nous sommes, souvent en abordant ça, d'attendre nous que ce soit un 80 secondes sur le flu game. Et c'est comme ça, parce qu'en fait, si tu veux plus de détails, tu vas regarder un documentaire vraiment pro de Jordan Basket, ce qui s'est passé, etc. Je ne pense pas qu'il y aura une mention, comme on le dit souvent avec Alex en rigolant, de pizza mormone ou de cuite qui a été dans un casino à Salt Lake City. Oh si, je pense. J'espère. Je pense que cet espoir et cette notion de parfois d'attente. On est souvent sur l'attente avec Jordan aussi, c'est le thème. Mais d'attente qu'on va avoir sur peut-être l'espace de 4 épisodes de 50 minutes sur 200 minutes. Donc, ça fait quoi ? Ça fait 2h20 ? En 2h20 que tu puisses raconter tout ça. Moi, je serais pas étonné qu'il y ait un 90 secondes sur le flu game. 3h20, 200 minutes. Ouais, tout à fait. Ouais. Je pense aussi que la durée des épisodes peut se rallonger. Là, c'est pas possible. Simon, il veut des épisodes de Netflix de 3 heures. Moi, j'aime bien. Bah ouais, moi, c'est le confinement, on a le temps. Tout à fait, on a le temps. Messieurs, si vous avez un dernier aspect ou un dernier message un peu sur ces épisodes 5 et 6, que ce soit attente des futurs épisodes, là, comme vous le mentionnez, quelque chose que vous avez bien aimé ou critique franche, à vous la parole, Simon. Si, là, je te dis, pour avoir consommé toutes les VHS, tout ce qui était possible et visionnable sur Jordan, je crois, mon petit niveau, là, j'étais vraiment... La promesse d'inédit est tenue. Il y a des trucs qui, je pense, ont vraiment jamais été diffusés. Il y a des trucs, et mieux que ça, tu sens qu'il y en a... Ça rejoint cette histoire de confinement et de « je veux des épisodes de 80 heures ». Tu sens qu'il y a des images encore. Il y a des milliards et des milliards et des milliards d'heures d'images. Ce match-là, moi, je veux le voir en entier. Dream Team Monte Carlo. Bien sûr, le Jordan, Barkley, Magic et tout qui se parlent mal, donnez-moi tout, je veux tout voir. Il y a quelque chose et j'ai l'impression qu'on va... Je sais pas pourquoi, mais je pense qu'on va halluciner dans les épisodes qui viennent de comment ça on n'a jamais vu ça, alors que c'est des images de 97-18. Je suis bien d'accord. Je pense quand on va comprendre qu'il y a de l'inédit de la saison là et qu'on va... pas dire mais attends et que on va revenir en arrière. Surtout le petit attends, remets-moi cette séquence. Surtout si tu connais la dernière action devant un public de 20 000 personnes. Alex, à toi la parole, dernier message. Je te laisse Kobe, Bastien. Moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est parce qu'on n'a pas parlé de Kobe encore quand même. Donc je te laisse ça, Bastien. Moi, ce qui m'a beaucoup plu là, c'est le traitement qui est fait au moment de la Dream Team, le traitement qui est fait de la situation, je sais pas comment dire ça, la situation, Isaiah Thomas. Okay. Ça m'a bien plu parce que autant j'ai été saoulé par la façon dont les Bad Boys d'une manière globale ont été présentés, et je l'ai dit dans le débrief précédent, autant sur Isaiah Thomas, à un moment donné, là franchement je suis pro Jordan, faut arrêter quoi. Certainement que Jordan il en voulait pas, mais clairement Bird il en voulait pas, Pippen il en voulait pas, Malone il en voulait certainement pas. Je suis sûr que même limite Chuck Daly qui était le coach des Pistons, il a dit dans ce cas-là il faut pas le prendre, tu vois. Et vu le choix que tu as, je pense qu'Isaiah Thomas sportivement parlant, il avait grave sa place dans la... Et Jordan le dit d'ailleurs, bien sûr. Il y a pas de souci, mais juste à un moment donné, toutes les grandes équipes, c'est avant tout des grands groupes. Toutes dans tous les sports co. Et la Dream Team, c'était pareil. Et donc, je trouve que là-dessus,
Jordan, il a l'honnêteté de dire j'en voulais pas, mais j'étais pas le seul. Et c'est juste la vérité. Et à un moment donné, il y a un mec, peut-être dans le groupe, il y avait genre la moitié des mecs cruciaux qui en voulaient pas. Bah, le gars, il a pas fait la Dream Team, point barre. Et je comprends qu'il ait le seum, mais genre le côté un peu, tu sais, on a beaucoup de Jordan ceci, Jordan cela. Non. Bird, il en voulait trop pas. Magic non plus, à mon avis. Non, c'est clair. Pippen non plus. Enfin, genre, qui voulait la question qu'il faudrait se poser, c'est qui voulait de Isaiah Thomas dans la Dream Team. Peut-être Christian Leitner et puis c'est tout. Christian Leitner, il était d'accord. Ouais. Leitner et puis c'est tout. Drexler, à mon avis, il était content. Tout à fait. Mais voilà, donc ça, j'ai trouvé vraiment le traitement. Enfin, ça, c'est vraiment intéressant d'avoir cet angle-là, parce que pour moi, c'est pas un angle pro Jordan, c'est un angle normal du sport de haut niveau. Non, c'est clair, c'est vachement intéressant ce que tu soulignes là, Alex, parce que moi, justement, pareil, le public non averti qui regardait notamment disait oui, Isaiah Thomas, c'est le vilain méchant là, des Pistons. C'est vraiment un enfoiré, parce que ça a été décrit comme ça quand tu connais pas trop le personnage. Et là, il y avait un peu plus d'équilibre. Je suis d'accord, il y avait quelque chose d'un peu plus juste dans la façon dont ça a été décrit. Et de logique. Exactement. Évidemment, je dois terminer avec Monsieur Kobe. Les premières minutes de cet épisode 5, avec déjà le message en hommage à Kobe, les Fujis, Lauryn Hill, ça commence, gros plan sur Madison Square Garden, et en fait, c'était très bizarre. Le All-Star Game, de voir tout ça, et le premier moment où tu vois Kobe là, dans son survêt rouge à virgule, comme on dit, qui s'exprime, de revoir Kobe parler. Moi, je sais pas vous, mais il y a eu un truc très... merde, c'est vrai. Enfin, genre, il est plus là, quoi. Vraiment, la tape sur les fesses de I See You Down the Road de Jordan, vraiment genre on va se recroiser mon petit, de voir ça et de voir pareil Kobe qui dit j'attends pas mes 5 bagues s'il y a pas Jojo qui va prendre toutes ses ficelles, etc. De revoir Kobe s'exprimer sur le basket dans un cercle aussi officiel sur une série Netflix, c'était un peu revivre certaines émotions de fin janvier. Moi, je sais pas comment vous l'avez ressenti, moi c'était très chelou. Hyper dur pour plusieurs raisons. Bah, en fait, c'est bête, mais non seulement tu vois Kobe, donc déjà tu te reprends, puis tu vois, c'est des images. Kobe, on l'a vu grandir, quoi. Vraiment, nous les trois, là, de génération encore plus que le gamin, c'est le petit frère, quoi, de Jordan et tout. Donc non seulement tu vois Kobe, ton cerveau réalise qu'il est plus là, que c'était une vie très brève. Et en fait, surtout, moi, je sais pas vous, ça vous avez pareil, mais après, tu vois les autres et de temps en temps, j'avais des mini-flashs dans ma tête de me dire putain, Ewing est encore là, Barkley est encore là, Stockton est encore là, Isaiah Thomas est encore là, Magic est encore là, Bird est encore là, tu vois, tout le monde est encore là en fait, tout le monde. La NBA, globalement, t'as eu quelques, tu vois, Magic, voilà, il y a eu le sida, il y a l'ombre de la mort, mais il n'y a pas eu tant que ça, enfin, ça va, tu vois. On a vu David Stern a une. Non, Will Chamberlain nous a quittés, mais hormis ça, ce sont souvent des faits isolés. Chamberlain, c'est tout, mais en fait, quand tu regardes le Panthéon, j'ai l'impression de dire, ça va, tu vois. Ben, et c'est ça qui fait mal, c'est tu dis putain, Kobe, c'est le plus petit, c'est encore un peu le kid pour moi, et il est déjà plus là. Tu vois. Moi, j'ai des souvenirs très frais encore de Kobe. C'est comme Garnett pour moi, c'est des gamins en fait, encore quelque part. Allez-hoop de Garnett pour Kobe. All-Star Game là. Et c'est ça, pour moi, Kobe, c'est les gamins. Et de dire qu'il est déjà plus là. Alors, premier point, donc déjà, t'imagines un peu le malaise. J'ai mis 10 minutes, un quart d'heure à sortir mon cerveau de ce truc, genre, mais arrête de dire que lui, il est encore là quand Kobe n'est plus là, parce que c'est chiant, tu vois. Laisse-toi regarder l'épisode. Et après. J'aime pas dire ça, mais j'ai eu cette pensée et je me suis dit, mais le jour où Michael. Ah ouais. Non, mais c'est une violence, bien sûr, mais c'est. Parce que et tout ce panthéon, tu vois, la NBA, ce côté famille et tout, c'est pour ça que ça fait mal aussi, parce qu'on voit les rapports des uns et des autres, on voit vraiment les générations qui passent, on voit le côté famille, on voit le flambeau des joueurs. Kobe était vraiment le successeur de Jordan. Là, ça c'était dit en plus dans les commentaires du match, c'est clair. Alex, toi, ton ressenti un petit peu quand on voit notamment cet hommage un peu et ces images? Je vous cache pas que je l'ai certainement pas vécu comme vous. Je sais pas si c'était mieux ou moins bien, mais moi, depuis ces derniers mois, j'ai passé beaucoup de temps à bouffer de la vidéo de Kobe. Voilà. Et à écrire sur Kobe. Donc je le vis pas pareil, ça m'a moins choqué parce qu'en fait ça m'a choqué mais il y a déjà 2 mois. C'est ça. Ouais, vu que t'as le nez dedans. J'ai pas vécu à ce moment-là pareil, c'est-à-dire que voilà, le nez dedans, mais oui, sinon oui, comme je l'ai déjà dit, oui, forcément, comme l'a très bien dit Simon, c'est trop bref. Le mec, on se rend pas encore vraiment compte. Je pense que en fait, là, il y a un choc parce que c'est encore très récent.
et que nous on est des gros fans de basket, on a vu l'émotion que ça a provoqué la mort de Kobe bien au-delà des frontières du basket, et je pense que petit à petit il y a aussi ça qui va s'installer, et c'est aussi malheureusement entre guillemets à ça que tu reconnais les légendes, c'est que c'est pas fini les gars. Kobe, on va le revoir dans plein de situations, dans plein de circonstances possibles. Je vous rappelle qu'en septembre, il y a une petite intronisation au Hall of Fame. Bien sûr, préparez-vous les gars. Tout à fait. Préparez-vous. Et d'ailleurs là, juste après, et c'est après cet épisode, moi perso, tu vois, je me suis refait les funérailles qui ont eu lieu et avec le discours de Jordan au Staples Center. Oh, putain, tu t'es refait ça, toi? La vache. Je me suis refait ça simplement parce que je sais, mais en fait là où je me sentais pas dans l'obligation, mais où je me sentais poussé par l'idée de faire ça, c'est que c'était une manière de vraiment coller parfaitement au présent. Là pour moi, j'avais vraiment l'impression d'être dans le moment présent, c'est-à-dire c'est vraiment ça. La fiction, c'est bien. Il y a beaucoup de choses qui sont racontées du passé avec cette série. Mais de revoir ce discours, c'était notamment une façon de se dire genre, ouais, ok, tout ça s'inscrit aussi dans une réalité qu'on partage en ce moment. Donc, c'est un petit peu le trick que je me suis permis. Voilà pour les épisodes 5 et 6, hyper chargés, hyper denses. Dites-nous ce que vous avez pensé de tout ça, parce que on a évidemment hâte de voir ce que vous avez pu ressentir, revivre, discuter. Nous, on se retrouvera la semaine prochaine pour les épisodes 7 et 8. Simon transpire grave, il ne reste plus que 4h50 de disquettes sur The Last Dance. Comment ça? Non, 35 heures. Oui, c'est ça, 35h50. Dans tous les cas, voilà, messieurs, merci à vous deux. On vous fait la bise à toutes et à tous, et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes de débrief de The Last Dance. Bisous à toutes, ciao. Ciao tout le monde. Ciao. Ciao.